As-tu déjà imaginé te réveiller un matin et découvrir que la maison que tu aimais tant ne t'appartient plus? Que tes économies se sont envolées et qu'une lettre de saisie est posée, froide et muette, sur ton perron? Ce n'est plus un scénario de film dramatique, c'est la réalité qui se joue, aujourd'hui, à travers toute l'Amérique. De la Californie à l'Ohio, de la Floride jusqu'à New York, des milliers de familles sont en train de perdre leur toit. Rien qu'en septembre 2025, près de 356 000 maisons ont été saisies par les banques, une hausse de presque 20% par rapport à l'année précédente. Et pendant que certains propriétaires sont expulsés, des millions de locataires, eux, doivent quitter leur logement, incapables de suivre la flambée des loyers qui augmentent bien plus vite que les salaires. L'économie américaine, forte de ses 28 000 milliards de dollars, ressemble de plus en plus à un jeu de chaises musicales. À chaque fois que la musique s'arrête, une famille de plus se retrouve sans siège, sans abri. Et lorsque la tempête frappera vraiment, les États-Unis feront face à la plus grave crise du logement depuis 2008. Dans les prochaines minutes, nous allons parcourir ensemble les 10 États américains les plus menacés par une vague massive de saisies immobilières d'ici 2026. Des quartiers paisibles pourraient bientôt se transformer en véritables forêts de panneaux à vendre et propriété de la banque. Ne détourne pas les yeux, car ce n'est pas seulement leur histoire, c'est peut-être la tienne. Numéro 10 Floride. Commençons par la Floride, ce paradis de cartes postales où le soleil dore les plages et où les retraités promènent paisiblement leurs petits chiens au bord de l'océan. C'est l'image rêvée, celle qu'on voit dans les brochures touristiques. Mais derrière ce décor idyllique, un drame silencieux se joue, une lutte acharnée pour garder un toit au-dessus de sa tête. D'après les données d'Aton, la Floride arrive en tête du pays pour le nombre de maisons saisies. Pour chaque 1000 logements, près d'un est perdu. Cela peut sembler peu, jusqu'à ce qu'on réalise que l'État compte près de 10 millions de foyers. Résultat, des dizaines de milliers de familles risquent de voir disparaître leur chez eux. Mais d'où vient vraiment le problème? Ce n'est pas seulement une question de taux d'intérêt ou de chômage. La véritable tempête, ici, s'appelle assurance habitation. En 5 ans, les primes ont triplé. Là où on payait 2 000 $ par an, la facture atteint aujourd'hui 6 000, voire 8 000 $. Plusieurs grandes compagnies d'assurance ont tout simplement quitté l'État, laissant des centaines de milliers de propriétaires sans couverture. Et sans assurance, impossible d'obtenir un prêt hypothécaire. Sans prêt, plus d'achat. Et sans achat, la saisie devient inévitable. Ainsi, les lettres de la banque s'accumulent, véritables billets aller simples vers l'expulsion. Le plus tragique, c'est que la Floride est le refuge de millions de retraités venus y vivre leurs dernières années dans la tranquillité. Mais au lieu du calme espéré, ils font face à un ouragan financier. Pas un ouragan venu de l'Atlantique, mais une tempête de factures et de dettes. Un homme de 68 ans vivant à Tampa confiait « Je ne crains plus les ouragans, ce qui m'effraie maintenant, c'est la facture d'assurance une fois la tempête passée. » Une phrase à la fois ironique et tragiquement vraie. Autrefois surnommée l'État du soleil, la Floride pourrait aujourd'hui s'appeler l'État de l'assurance. Le soleil y brille toujours, certes, mais il éclaire désormais des visages inquiets et des larmes de propriétaires déchus. Le plus cruel, c'est que les véritables ouragans détruisent moins de vies que cette tempête administrative et financière, faite de formulaires et de signatures froides. Chaque fois qu'une compagnie d'assurance se retire, c'est une famille de plus qui perd la possibilité de rebâtir. Saison après saison, une petite part du rêve américain se noie dans l'océan. Car la Floride n'est pas seulement victime des caprices de la nature, elle l'est aussi d'un système où le profit passe avant les gens. Un cocktail explosif, risques climatiques, retrait d'assureurs, crédit restreint, et finalement, maison perdue. Pas besoin de complot ni de scandale. Quelques lignes dans un contrat suffisent à briser des vies. Alors, quand le ciel décide d'envoyer la facture, qui aura encore les moyens de payer? Et surtout, le rêve américain vaut-il encore la peine s'il faut sacrifier toute une vie pour le conserver? Et si la Floride symbolise la première vague de cette crise, le prochain État est une bombe politique à retardement. Là-bas, chaque maison perdue pourrait saper un peu plus la confiance envers le gouvernement. Numéro 9 Texas. Bienvenue au Texas, la terre où tout est censé être plus grand, les maisons, les voitures, les ambitions. Mais aujourd'hui, une chose s'effondre plus vite que tout le reste, le marché immobilier. Selon les chiffres d'Aton, le Texas figure désormais parmi les 10 États américains les plus touchés par les saisies. Et ce chiffre, déjà alarmant, a bondi de plus de 18% par rapport à la même période l'an dernier. Rien que dans la région de Houston, plus de 4000 saisies immobilières ont été enregistrées ces derniers mois. Derrière ces statistiques froides, il y a 4000 rêves américains brisés, marqués d'un tampon rouge, repossédés. Ironique, n'est-ce pas? Un État riche en pétrole, moteur énergétique du pays, mais où tant de familles n'ont plus assez d'énergie pour garder leur propre toit. Au Texas, on peut creuser profondément pour trouver du pétrole,
mais impossible de creuser à travers des montagnes de paperasse d'assurance pour protéger sa maison. Le problème, ici, ne se limite pas à l'économie ou au taux d'intérêt. C'est un effet domino. Catastrophes naturelles et systèmes d'assurance se combinent pour créer une véritable crise souterraine. En 5 ans, le nombre de tempêtes, d'inondations et de tornades a augmenté de plus de 30%. Résultat, les compagnies d'assurance augmentent leurs primes de jusqu'à 200% dans les zones jugées à haut risque comme Houston, Dallas ou San Antonio, voire cessent tout simplement de vendre des contrats. Et sans assurance habitation, la banque a le droit de saisir la maison, même si le propriétaire n'a manqué aucun paiement. Ainsi, pendant que les forages pétroliers continuent de cracher leurs richesses vers le ciel, des milliers de Texans emballent leurs affaires en silence, quittant les maisons dont ils étaient si fiers. Un homme de Galveston racontait à la télévision locale « Je pensais que tant que j'avais du pétrole sous mes pieds, je ne serais jamais pauvre. Aujourd'hui, j'ai de l'eau dans le sous-sol et une facture de réparation de toit plus chère qu'un pick-up neuf. » Une phrase amère, mais tristement lucide. Le Texas est devenu le miroir miniature de l'Amérique, un État riche en ressources, mais pauvre en protection. Et le plus ironique, c'est que pendant que les dirigeants se vantent de la solidité de leur économie, des milliers de familles se battent juste pour ne pas dormir dehors. Ici, une simple pluie peut balayer non seulement un toit, mais aussi la foi des habitants en leurs institutions. On investit des milliards pour extraire de l'énergie du sol, mais on oublie qu'un foyer, lui aussi, a besoin d'énergie pour exister, l'énergie de la justice, de la responsabilité et de la solidarité. Alors, posons la question, le Texas est-il en train de forer sa propre tombe ? Le pétrole continue de couler, mais les maisons s'enfoncent lentement sous les eaux, les primes d'assurance et les politiques qui privilégient les grandes entreprises plutôt que les citoyens. Si la Floride incarne la tempête financière, le Texas, lui, est un ouragan politique, un tourbillon où se mêlent pétrole, catastrophe naturelle et cupidité. Et crois-moi, au Texas, le vent n'a jamais soufflé doucement. Numéro 8, Californie. Pendant que le Texas fore le sol, la Californie, elle, fore dans le portefeuille de ses habitants. Et la suite de cette histoire mérite toute ton attention. La Californie. Ce nom évoquait autrefois les rêves les plus grands, les horizons dorés et la promesse qu'il suffisait de rêver haut pour toucher le ciel. Mais aujourd'hui, ce ciel n'est plus bleu, il est rouge feu. Pas à cause du coucher de soleil, mais à cause des incendies. De loin, l'état doré scintille toujours. Mais en s'approchant, ce reflet doré n'est autre que la lumière des flammes sur des toits à moitié brûlés. Ce n'est pas une image poétique, c'est la réalité. Selon les dernières données, la Californie figure parmi les 15 États les plus touchés par les saisies, et surtout parmi ceux où les risques naturels et assurantiels sont les plus élevés du pays. En 3 ans, plus de 7 grandes compagnies d'assurance ont quitté le marché, laissant des millions de familles sans couverture. Les primes, elles, dépassent souvent $2000 par an dans les zones exposées aux incendies, soit le prix d'une année d'université publique. Une famille du comté de Sonoma racontait aux infos « Nous avons payé notre assurance sans faute pendant 10 ans. Quand le feu est arrivé, ils nous ont dit « Désolé, votre zone n'est plus couverte. » Résultat, leur maison de $800 000 n'a laissé derrière elle qu'une ossature métallique et des cendres. Ils n'ont pas perdu leur foyer à cause d'une tempête ou d'une dette, mais parce que le système d'assurance a cessé de croire que la Californie valait la peine d'être protégée. Et c'est là tout le paradoxe. La Californie, centre mondial de la technologie et de l'innovation, est aussi l'endroit où les habitants doivent pirater le système pour survivre. On y a inventé les voitures électriques, l'intelligence artificielle. Mais personne n'a encore trouvé le moyen de traverser une saison d'incendie sans perdre sa maison. Le feu, ici, n'est pas le seul danger. L'inflation et le coût de la vie brûlent tout autant. À Los Angeles ou San Francisco, le loyer moyen dépasse $3000 par mois. Et si tu n'es ni assez riche pour acheter, ni assez pauvre pour recevoir de l'aide, tu tombes dans une zone grise. Tout est trop cher, mais partir est impossible. Beaucoup plaisantent en disant que la Californie ressemble à un film apocalyptique sans fin. La première scène, c'est le feu. La deuxième, l'exode des habitants. La dernière, des factures d'assurance qui tombent de la boîte aux lettres pendant que le pays entier regarde, impuissant, avec son propre argent. Un ami me disait récemment en riant « En Californie, si les flammes ne détruisent pas ta maison, le coût de la vie s'en chargera. » J'ai souri, mais intérieurement, j'étais glacé. Parce que cette histoire n'est pas seulement celle du climat, mais celle d'une inégalité structurelle. Le rêve américain existe toujours, mais uniquement pour ceux qui peuvent s'offrir une assurance niveau or. Les autres doivent choisir, garder leur maison et risquer la faillite. Ou la vendre et quitter la terre, autrefois appelée le paradis de l'espoir. Alors, dis-moi, est-ce encore l'état doré, ou est-il devenu l'état brûlé ? Si les incendies de Californie sont un avertissement pour toute la nation, peut-être que le rêve américain se consume plus vite que n'importe quelle forêt. Numéro 7, l'Illinois. Pendant que les riches pleurent dans leur villa californienne, c'est en Illinois que la classe moyenne soupire dans ses maisons menacées de saisie.
Autrefois cœur battant de l'Amérique ouvrière, berceau de l'acier, des usines et de la stabilité, l'Illinois voit aujourd'hui ce rêve de stabilité confisqué. L'État se classe 6e au niveau national pour le nombre de saisies, et Chicago figure parmi les 5 villes américaines les plus touchées. Chaque semaine, des centaines de maisons de banlieue changent de propriétaire. Les clôtures blanches, symbole du rêve américain de la classe moyenne, tombent une à une, emportées par une vague silencieuse. La raison derrière tout cela n'a rien de mystérieux. Les salaires stagnent, pendant que les prix de l'essence, de l'électricité et des produits essentiels ne cessent de grimper. En parallèle, les taxes foncières de l'Illinois figurent parmi les plus élevées des États-Unis, en moyenne 2,1% de la valeur d'un logement, soit 2 fois la moyenne nationale. Et quand les usines ferment ou que les entreprises réduisent leurs effectifs, il suffit de 2 mensualités en retard pour qu'une lettre de la banque atterrisse dans la boîte aux lettres. Un habitant de Joliet confiait à la télévision locale. J'ai travaillé 20 ans sans jamais manquer un seul paiement. Puis, la fabrique a réduit les heures, les impôts ont augmenté, les assurances aussi. Je n'ai pas perdu mon emploi, j'ai juste été lentement étranglé. Des mots calmes, mais chargés de douleur. Parce qu'en Illinois, les gens ne perdent pas leur maison du jour au lendemain. Ils la perdent petit à petit, étouffés par chaque facture, chaque hausse de taxes, chaque augmentation de prix qu'ils pensaient encore pouvoir gérer. Beaucoup d'économistes le disent, l'Illinois est le miroir de la classe moyenne américaine. Pas assez pauvre pour bénéficier d'aide, pas assez riche pour s'en sortir facilement. Ces familles vivent dans un entre-deux fragile, où le travail acharné ne suffit plus à compenser le coût de la vie. Autrefois, Chicago portait fièrement le surnom de la ville aux larges épaules. Aujourd'hui, ses épaules ploient sous le poids des impôts et des dettes. Une blague circule sur les réseaux sociaux. Ici, pas besoin d'un pistolet pour voler une maison, les banques s'en chargent légalement. Cela fait sourire, mais c'est tristement vrai. Des milliers de familles vendent leur maison avant la saisie, ou emménagent à plusieurs générations sous un même toit. Non pas par paresse ou mauvaise gestion, mais parce que le système coûte plus cher que ce qu'ils peuvent respirer. Et lorsque la classe moyenne, le pilier de l'Amérique, commence à vaciller, ce n'est plus seulement une crise immobilière, c'est une crise de confiance. Beaucoup de résidents n'y croient plus. Travailler dur ne suffit pas. Ils ont tout donné, toute leur vie, et malgré cela, ils perdent leur foyer. Alors une question se pose. Le rêve américain a-t-il encore un sens, si ceux qui l'incarnaient en premier sont aujourd'hui les premiers à tomber? Et si l'Illinois est le cœur qui s'affaiblit, combien de temps le petit cœur de l'Amérique tiendra-t-il encore face à la tempête financière? Numéro 6, le Delaware. Delaware, cet état minuscule que beaucoup traversent sans même remarquer qu'ils y sont passés. Petit par la taille, mais grand par ses difficultés. Car ici, le taux de saisie est l'un des plus élevés du pays. Comme un petit poisson dans un océan de dettes, le Delaware se fait happer par le tourbillon du crédit et de l'assurance. D'après les données d'Atom, le Delaware est le 2e État le plus touché par les saisies aux États-Unis, juste derrière la Floride. Avec un peu plus d'1 million d'habitants, il enregistre des milliers de dossiers de saisie chaque trimestre. Le taux y est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Autrement dit, vivre dans le Delaware, c'est avoir plus de chances de perdre sa maison que de gagner à la loterie. Et malheureusement, ici, personne ne gagne rien, tout le monde perd quelque chose. Mais pourquoi un si petit État s'effondre-t-il aussi vite? Parce que l'économie du Delaware repose sur le secteur administratif, bancaire et financier, autrement dit, une économie faite de papier. Et quand une récession arrive, ce sont ces papiers-là qui brûlent les premiers. Une simple coupe budgétaire dans une grande entreprise, un changement fiscal, et des milliers d'emplois disparaissent. Et quand on perd son emploi ici, il n'y a nulle part où aller. Pas d'usine, pas d'alternative, seulement des lettres de la banque qui arrivent avant même les allocations chômage. Une femme de Wilmington racontait à la radio. J'avais 2 mois de retard sur le loyer. Ils n'ont pas appelé, ils n'ont pas négocié. Un matin, j'ai trouvé un papier rouge collé sur ma porte. Le Delaware est petit, alors les mauvaises nouvelles vont plus vite que les bonnes. Certains plaisantent, ici, pas besoin d'ouragan, un simple rhume suffit. Parce qu'avec le coût des soins médicaux, une grippe peut littéralement faire sauter un toit. C'est ironique, mais c'est la réalité. Les dépenses de santé, les assurances et les taxes grignotent chaque dollar du revenu moyen. C'est un État sans inondation, sans incendie, sans tremblement de terre en apparence sûr. Mais parfois, le silence est plus dangereux qu'une tempête, car les gens ne réalisent pas qu'ils se noient avant que l'eau n'atteigne leur cou. Le Delaware est l'exemple parfait du domino social. Il n'y a pas besoin d'un choc brutal, juste une série de petites secousses. Un taux d'intérêt, une prime d'assurance, une taxe foncière, et voilà des milliers de toits qui s'effondrent. Un système financier fragile, bâti sur du papier et de la confiance, 2 choses qui se déchirent facilement. Alors, une question brûle les lèvres.
Est-il normal que dans le pays le plus riche du monde, une simple facture d'assurance ou un passage aux urgences puisse coûter une maison entière? Si le Delaware est un miniature de l'Amérique, la réponse semble évidente. Tout le monde marche sur le même fil tendu, certains tombent juste avant les autres. Et si ces petits États commencent à s'effondrer, que va-t-il se passer pour ceux des côtes, où les catastrophes naturelles frappent chaque année? Numéro 5, la Louisiane. Bienvenue en Louisiane, un endroit où on n'attend pas les ouragans, car ce sont eux qui viennent à vous. Ici, les habitants savent vivre avec les tempêtes, mais ils ne savent plus survivre aux inondations. La saison des ouragans, c'est comme le carnaval de Mardi Gras, sauf qu'il n'y a pas de musique, et personne ne veut y participer. D'après les rapports de la FEMA et de la First Street Foundation, la Louisiane fait partie des 3 États américains les plus exposés aux catastrophes naturelles. Plus de 65% des habitations se trouvent en zone inondable, et en 10 ans, les dégâts causés par les tempêtes et les crues ont dépassé les 100 milliards de dollars. Oui, 100 milliards. C'est comme si chaque maison de la Nouvelle-Orléans perdait, année après année, une brique du rêve américain. Mais le plus tragique, c'est que les habitants ne perdent pas seulement leur maison à cause de l'eau, mais à cause du système lui-même. De plus en plus de compagnies d'assurance quittent purement et simplement la Louisiane, ou bien elles augmentent leurs tarifs à des niveaux totalement délirants. Une maison qui payait autrefois environ 2500 $ par an peut aujourd'hui se voir réclamer entre 8000 et 10 000 $. Résultat, les habitants n'ont plus les moyens de s'assurer, les banques refusent d'accorder des prêts, et lorsque les tempêtes frappent, il ne reste plus personne pour aider à déblayer les ruines. Un couple du comté de Lafourche confié à une radio locale. Après l'ouragan Ida, notre compagnie d'assurance nous a dit « Votre zone est trop risquée ». L'année suivante, ils ont annulé notre contrat. Maintenant, chaque fois qu'il pleut, on prie Dieu plus souvent qu'on ne va à l'église. C'est à la fois tragique et ironique, parce qu'en Louisiane, la foi est devenue la dernière assurance encore abordable. Un journaliste a déjà lancé avec humour « La Louisiane n'a pas besoin d'Hollywood, la nature s'occupe déjà d'écrire le scénario apocalyptique ». Et il n'avait pas tort. Ici, les tempêtes n'emportent pas seulement des toits. Elles effacent des souvenirs, détruisent un héritage, et arrachent aux habitants leur sentiment de sécurité transmis depuis des générations. Après chaque ouragan, des milliers de personnes ne reviennent jamais dans leurs anciens quartiers. Certaines partent vers le nord, d'autres s'installent dans des mobile homes, et beaucoup finissent par baisser les bras. La Nouvelle-Orléans, autrefois symbole de culture, de jazz et de gastronomie, devient peu à peu une carte de zone où il n'est même plus possible de s'assurer. Mais le plus cruel, c'est que la Louisiane paie pour des catastrophes qu'elle n'a pas causées. Le réchauffement climatique, la flambée des primes d'assurance et les politiques fédérales tombent d'en haut, tandis que les habitants, eux, se noient en bas. Et quand ils demandent de l'aide, on leur répond souvent « Nous travaillons sur une solution à long terme ». Le problème, c'est que l'eau, elle, ne patiente pas le temps des recherches. Alors, combien de fois une personne doit-elle perdre sa maison avant que le système accepte enfin de changer? Et si la Louisiane incarne le visage de la crise climatique, qu'en est-il des États de l'intérieur du pays? Ceux où il n'y a ni ouragan ni marée, mais où dettes, impôts et loyers suffisent à noyer l'avenir. Numéro 4 et 3. Direction l'Indiana et l'Ohio. Pas de mer, pas de tempête, mais une autre forme d'ouragan, bien plus sournois, la pauvreté. Ces 2 États du cœur du pays étaient autrefois le fief de la classe ouvrière, rythmé par le bruit des usines, les sifflets des aciéries et l'énergie du travail. Aujourd'hui, les machines se sont tues, les cheminées se sont éteintes, et les pancartes à vendre s'alignent sur des rues grises, marquées par le temps. L'Indiana figure désormais parmi les 4 États les plus touchés par les saisies immobilières, et l'Ohio n'est pas loin derrière, dans le top 10. Dans des villes industrielles comme Cleveland, Toledo ou Gary, une maison sur 1500 est saisie, soit 2 fois la moyenne nationale. Ici, il n'y a ni tornade ni incendie de forêt. Les habitants sont simplement balayés par les factures et les taux d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris dans un lent glissement vers la pauvreté. Les salaires n'augmentent que de 3% par an, alors que le coût de la vie et les impôts fonciers ont doublé. Beaucoup parviennent à tenir leur paiement, jusqu'au jour où un grain de sable, une perte d'emploi ou une maladie suffit à tout faire s'écrouler. 2 mois sans salaire, et la banque frappe déjà à la porte. Un homme de 58 ans, à Indianapolis, témoignait sur une radio locale. « J'ai travaillé toute ma vie dans l'usine. Quand elle a fermé, je n'ai pas seulement perdu mon emploi. J'ai perdu la raison de rester. » C'est ça, la pauvreté du Midwest, discrète, polie, mais si tenace qu'elle finit par étouffer tout espoir. Ici, le piège n'a pas de barbelé. Il est fait de 3 choses invisibles, des salaires bas, des prix élevés et des rêves usés. Les gens croient encore qu'il suffit de travailler dur pour s'en sortir. Mais le travail acharné ne suffit plus à payer un prêt à 8% d'intérêt, ni à sauver un toit quand les primes d'assurance doublent. Un journal de l'Ohio écrivait récemment « Les habitants ne craignent pas les catastrophes naturelles. Ce qu'ils redoutent,
c'est la lente noyade dans leurs dettes. Une phrase à la fois cynique et poignante. Sur les côtes, on redoute les vagues qui balaient les maisons. Ici, c'est le temps qui les efface, petit à petit. Pas de spectacle dramatique, juste des rues vides, des façades décrépites et des visages familiers qui disparaissent chaque année. Peu à peu, l'Indiana et l'Ohio deviennent comme des musées de la classe moyenne américaine. Des lieux où l'on peut encore admirer le rêve américain, mais se demander s'il a encore un avenir. Et la question reste, si le cœur même de l'Amérique s'arrête, que deviendra le reste du pays? Parce que perdre une maison, ce n'est pas seulement perdre un bien matériel. C'est perdre la foi dans l'idée que l'effort finit toujours par payer. Et si, dans le Midwest, les foyers tombent à cause de l'économie, alors dans les États du Nord-Est, ce sont les politiques et la bureaucratie qui arrachent les toits. Numéro 2 et 1. Bienvenue dans le Maryland et le New Jersey, où ce ne sont plus les catastrophes naturelles qu'il faut craindre, mais les règlements et les impôts. Dans l'Indiana et l'Ohio, on perd sa maison parce qu'on est pauvre. Dans le Maryland et le New Jersey, on la perd parce qu'on n'est pas assez riche pour supporter la pauvreté. Ces deux États ont longtemps été considérés comme prospères, bien gérés, avec une économie solide et des infrastructures modernes. Mais la réalité, c'est qu'y vivre revient souvent à louer une chambre dans un hôtel d'État. On paie des taxes toute sa vie, sans jamais être pleinement propriétaire. Le New Jersey figure parmi les États ayant les taux de saisies immobilières les plus élevés du pays, et le Maryland se glisse discrètement dans le top 10. Pourtant, ces régions ne sont pas pauvres. Elles abritent une classe moyenne de papier, pressée jusqu'au dernier centime par deux fléaux, les impôts et la paperasse administrative. Dans le Maryland, le taux moyen de taxes foncières dépasse 1,1%. Le New Jersey fait encore mieux, ou plutôt pire, avec près de 2,5%, le plus élevé du pays. En clair, vous payez des impôts sur votre maison toute votre vie, au point de pouvoir en acheter une seconde, et pourtant, vous n'êtes jamais vraiment propriétaire. Un homme de 30 ans plaisantait sur les ondes locales. « Je n'ai pas peur de perdre ma maison à cause d'une tempête. Ce qui m'effraie, c'est de la perdre à cause de la saison des impôts. » Ça semble drôle, mais c'est malheureusement la stricte vérité. Dans le New Jersey, la crainte n'est pas celle des catastrophes naturelles, mais d'une tempête fiscale, un déluge de papiers et de factures qui arrive chaque année, toujours plus lourd. Et ce qui exaspère le plus, c'est le processus bureaucratique autour des saisies immobilières légales. Si vous avez un retard d'impôt ou de remboursement, le système bancaire ici est implacable. Une saisie peut durer jusqu'à 900 jours. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle, ce sont 900 jours d'usure psychologique. Aller au tribunal, payer des frais, fournir des justificatifs, demander des délais. Le processus est si long que beaucoup abandonnent avant la fin, laissant la banque gagner par épuisement. Dans le Maryland, la situation n'est guère meilleure. Les tribunaux croulent sous les dossiers de saisie, et le gouvernement continue de se vanter. Nous maintenons l'équité sur le marché. Mais quelle équité peut-il y avoir quand des personnes doivent engager un avocat simplement pour conserver le toit qu'elles paient depuis 20 ans? Ici, la question n'est pas celle de riches ou de pauvres, mais de résistance à l'usure. Maryland et New Jersey sont deux exemples vivants d'une Amérique où la bureaucratie peut parfois se révéler plus dévastatrice que n'importe quelle catastrophe naturelle. Pas de tempête, pas d'inondation, seulement des papiers, des sceaux rouges, et parfois, ils s'abattent plus vite que l'eau. Alors, posez-vous la question. Existe-t-il quelque chose de plus effrayant que de perdre sa maison, non pas parce qu'on a fait une erreur, mais simplement parce qu'on a vécu au mauvais endroit, suivi les règles au mauvais moment? À travers les histoires de ces 10 États, un constat devient clair. Les Américains ne perdent pas seulement leur maison, ils perdent leur foi. La foi en l'idée que le travail acharné mène à la tranquillité, que le foyer est un lieu sûr, que le système protège ceux qui respectent les règles. Aujourd'hui, ce même système serre la vis sur chaque brique, chaque taux ondulé, chaque contrat de prêt. Pas de tempête, pas de guerre, juste des taux d'intérêt, des assurances et une indifférence prolongée. Le rêve américain, autrefois bâti sur le bois, l'acier et l'espoir, commence à se fissurer sous le poids de ces mêmes éléments. Et maintenant, j'aimerais entendre votre avis, vous qui vivez cette réalité. Pensez-vous que le rêve américain est encore une place pour la classe moyenne? Ou est-ce devenu un rêve réservé à ceux qui ont les moyens de rêver? Partagez vos histoires, impressions et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez-la. Toutes les données, faits et citations présentées dans cette vidéo proviennent de sources publiques à jour en 2025. Cette vidéo n'a pas pour but d'attaquer des individus ou des organisations, mais de refléter l'impact socio-économique des politiques et tendances actuelles. Tous les propos sont des analyses et commentaires, et ne constituent en aucun cas des conseils financiers. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à très bientôt dans les prochaines vidéos.